De retour avec vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, notre sujet se concentre sur le Moyen-Orient face aux mutations économiques et juridiques. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio M. Marc Bondocchi, qui est chercheur en arbitrage en droit international à l'Université de la Sorbonne, IDAI. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, monsieur. Parfait. Alors, quand on parle de cette situation actuelle dans le monde avec des mutations économiques et juridiques internationales, comment estimez-vous cette situation et dans un contexte marqué par les crises géopolitiques et certainement leur influence sur l'économie mondiale? Bien sûr, donc tout d'abord, on a passé par plusieurs crises mondiales, par plusieurs tensions géopolitiques qui ont des défis majeurs sur notre économie mondiale. Mais le critère principal qui se prévale, c'était l'incertitude. Donc on a passé plusieurs défis, commençant par le ralentissement de l'économie mondiale, ce qui bien sûr perd des jobs d'emploi, fait beaucoup des effets de ralentissement pour l'économie. On a aussi passé plusieurs tensions géopolitiques qui ont bien sûr contribué à la hausse des prix de l'énergie, à l'inflation. Et cette inflation a fait l'érosion des prix d'achat. Donc tout le monde a été affecté par ces effets de l'inflation, par les tensions géopolitiques, par l'augmentation des prix. Donc plusieurs défis mais qu'on a passé ou que l'économie mondiale face, mais tous ces défis ont bien sûr des effets sur notre économie nationale et les critères qui se prévalent, c'est l'incertitude aussi des investisseurs. Quand on parle d'incertitude d'investisseurs, on parle toujours que les investisseurs ont besoin de confiance, ont besoin de pouvoir dans un projet, dans un pays étranger ou dans un marché avec des opportunités. Néanmoins, avec de telles menaces, je pense que les investisseurs ne vont pas participer ou essayer de contribuer de leur argent dans de telles circonstances. Tout d'abord, il faut souligner qu'il y avait plusieurs mutations au monde, pas seulement les tensions géopolitiques, mais aussi des mutations sur le niveau de l'énergie et sur le niveau aussi de digitalisation numérique. Oui, oui. Donc, toutes ces mutations ont un impact aussi avec les tensions géopolitiques, mais en pensant par exemple à l'Égypte, l'Égypte a plusieurs éléments qui peuvent attracter les investisseurs quand on parle par exemple de la location stratégique qui est entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. On parle aussi des développements de l'infrastructure, on parle de marchés, on parle aussi des coopérations qui sont régionales ou internationales. Tous ces éléments sont des éléments attractifs pour les investissements, mais aussi on doit investir pour avoir plus de stabilité, pour être adapté au développement digital ou numérique, aussi pour le développement concernant les sources d'énergie renouvelables comme l'hydrogène vert. Donc, d'une part, on a les éléments qui peuvent attirer les investisseurs, mais d'autre part, il y a plusieurs défis qui sont reliés aux défis mondiaux, mais aussi quelques défis nationaux. Quand on parle également de l'Égypte en tant qu'exemple, quel rôle jouent les réformes économiques nationales dans l'amélioration de l'attractivité des investissements? Donc, toutes ces réformes aident beaucoup à l'attractivité des investissements. Par exemple, l'Égypte a eu une vision de 2030 qui vise à attirer les investissements, il vise à faire une réforme générale sur toutes les structures économiques du pays. Donc, on a commencé, par exemple, par l'infrastructure, par les coopérations et aussi les traités bilatéraux, les traités
international avec plusieurs acteurs. Donc, ce qui nous a aidé beaucoup à avoir des marchés différents, avoir aussi notre marché et aussi avoir des législations et des procédures qui aident ces investisseurs à venir à investir dans notre marché. Donc, les réformes de l'Égypte ont un impact majeur sur l'attractivité des investisseurs en Égypte. Et on a plusieurs autres éléments qu'on peut utiliser, comme aussi le tourisme, la stabilité politique qu'on a dans la région, et aussi l'image que tout le monde a sur le pays et sur notre histoire et aussi notre économie. Parfait. Je vous invite également, chers téléspectateurs, à présent pour voir ce commentaire dans un contexte international marqué par les incertitudes économiques et les tensions géopolitiques. Les enjeux à l'économie, liés à l'économie, au commerce et à l'investissement occupent une place centrale dans les stratégies du développement des États de par le monde entier. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le monde traverse aujourd'hui une période de profonde mutation économique et géopolitique. Les tensions internationales, les avancées technologiques et les changements dans les chaînes d'approvisionnement redessinent les équilibres économiques mondiaux. Dans ce contexte, les États doivent adapter leurs stratégies afin de renforcer leur compétitivité, attirer les investissements et soutenir une croissance durable. Le commerce international demeure un moteur essentiel du développement économique. Il offre aux entreprises l'accès à de nouveaux marchés, favorise l'innovation et stimule la création d'emplois. Toutefois, il est confronté à de nombreux défis, notamment l'instabilité des marchés, les conflits commerciaux, l'inflation ainsi que les crises régionales qui pèsent sur les échanges et les investissements. À l'échelle nationale, le succès économique dépend de la capacité des gouvernements à mettre en œuvre des réformes structurelles, à améliorer le climat des affaires et à garantir un cadre juridique stable et transparent. La confiance des investisseurs repose en grande partie sur la sécurité juridique et la rapidité du règlement des différends. C'est dans cette perspective que l'arbitrage et la médiation jouent un rôle de plus en plus important. Ces mécanismes de règlement des litiges permettent de résoudre les conflits de manière rapide, efficace et moins coûteuse que les procédures judiciaires classiques. Ils contribuent ainsi à renforcer l'attractivité des économies, à encourager les investissements internationaux. Enfin, l'avenir du Moyen-Orient dépend largement du respect du droit international, du dialogue et du règlement pacifique des différends. Malgré les défis sécuritaires et politiques auxquels la région est confrontée, elle dispose d'un potentiel économique considérable grâce à sa position stratégique, à ses ressources et aux grands projets de développement engagés par plusieurs pays. Le renforcement de la coopération régionale, l'application du droit international et le recours aux mécanismes d'arbitrage et de médiation constituent des leviers essentiels pour construire un Moyen-Orient plus stable, plus prospère et plus attractif pour les investisseurs. Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, M. Mark Bondouki, pour parler des mutations juridiques et économiques dans le monde entier de nos jours actuels. Monsieur Mark, quand on parle également du cadre juridique, en quoi un cadre juridique stable constitue-t-il un facteur déterminant pour attirer plus d'investissements dans le pays? Donc, le cadre juridique stable, c'est primordial pour les investisseurs. Chaque investisseur, avant même de calculer les profits économiques, il prend en mesure ou prend en considération est-ce qu'il y a une stabilité juridique ou pas. Mais pourquoi c'est important? Pour avoir, est-ce qu'il y aura une transparence? Est-ce que ces droits seront protégés? Est-ce qu'il y a une indépendance juridique? Où il y aura des autres facteurs qui influenceront, par exemple, ses droits. Donc, quand on parle d'un investisseur, imagine qu'il va investir dans un certain pays. Donc, est-ce que le contrat sera respecté? Est-ce qu'il y a un cadre juridique qui le permet d'être sécurisé?
est-ce que les jugements, et en cas de conflit, seront dans une certaine position ou seront transparents et seront indépendants. Donc c'est pour cela que la stabilité juridique, c'est l'une des critères primordiaux avant de faciliter la décision d'investir dans un certain pays. Oui, ça c'est concernant l'investisseur avec ses modalités pour investir dans un pays. Néanmoins, quand on parle du droit international actuellement, est-il aujourd'hui suffisant, efficace pour protéger les investissements et prévenir les conflits économiques? Donc, quand on parle de droit international, il y a d'autres mesures qui sont aussi importantes que la juridiction étatique. Oui, bien sûr, ce sera l'arbitrage, mais aussi la médiation. Ce ne sont pas juste des autres méthodes, mais ils sont primordiales quand on parle de droit international, spécialement droit international du commerce et d'investissement. Car quand on parle des conflits transfrontaliers, on veut aussi parler des méthodes qui seront plus effectives, qui sont plus efficaces, transparentes, stables, qui sont confidentielles. Et on peut avoir tout ça dans l'arbitrage et la médiation. Premièrement, quand on parle de l'arbitrage... Arbitrage, c'est un tribunal qui revise ou qui étudie un procès entre deux personnes ou deux côtés, deux parties, que ce soit du pays ou de l'étranger. Néanmoins, c'est officiel. Mais médiation, c'est une sorte de table ronde de négociation, soi-disant. Oui, quand on parle à la différence, bien sûr, c'est une autre forme de juridiction. Quand on parle de l'arbitrage, elle a des sentences qui sont prêtes à être exécutées. Donc, mais ce qui se diffère de la médiation, que la médiation gère aussi, c'est une forme de dialogue, mais aussi gère la relation entre les parties dans le futur. Ce qui ne s'applique pas vraiment à l'arbitrage. L'arbitrage cherche le litige qui est fautif, qui doit avoir ses droits, c'est tout. Mais quand on parle de la médiation, c'est pas obligatoire aux parties, mais c'est une forme de dialogue qui aussi gère les relations futures. Donc on parle... Mais je pense qu'il y a un pacte qui est signé entre les deux parties à la fin de la médiation, n'est-ce pas? Un certain contrat entre les deux, qu'ils acceptent tel ou tel remboursement ou quoi que ce soit comme décision, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ils signent ou ils ont une sorte de contrat, mais une décision de la médiation, ce n'est pas enforçable aux parties. Oui. Mais l'objectif de la médiation, c'est de gérer les relations et c'est de prévenir d'aller en arbitrage ou en juridiction étatique. Donc, à mon avis personnel, la médiation, c'est le futur, spécialement avec la convention de Singapour que l'Égypte a signée. Cette convention met en droit que la médiation soit renforcée, elle aura un rôle plus important dans le futur entre les parties. Comment renforcer la coopération économique entre les pays du Moyen-Orient malgré les défis géopolitiques actuels? Donc, à mon avis, il y a bien sûr plusieurs mutations qui ont affecté les relations économiques, spécialement au Moyen-Orient. Quand on parle aussi de l'énergie, quand on parle des chaînes d'approvisionnement. Mais je pense qu'il y a plusieurs opportunités qu'on peut s'en partir de. Par exemple, avec les coopérations, avec les traités, on peut avoir aussi des chaînes où on peut avoir des routes qui sont renouvelables. On peut avoir des solutions plus effectives. On peut avoir des routes qui ne sont pas les routes qu'on sait utiliser, comme le détroit d'Ormuz par exemple, comme le Suez Canal. Donc, le commerce entre ces États, c'est plus important pour accélérer
le commerce pour promouvoir la coopération entre ces États. On peut dire aussi que malgré tous les défis majeurs, toutes les incertitudes, parlons de la coopération, parlons de l'énergie, parlons aussi de la commerce d'investissement et parlons de la coopération, toutes ces opportunités peuvent aider le Moyen-Orient à dépasser ces crises et ces effets. Parfait. Quel impact les nouvelles technologies et la transition numérique auront-elles sur le commerce international et les investissements et pour accroître les chances des investissements dans les pays? Donc, malgré que les développements technologiques ont apporté des défis, mais aussi ils portent des opportunités. Donc, par exemple, c'est l'une des mutations que nous vivons maintenant dans un monde qui est numérique. Donc, on doit faire des efforts de digitalisation, on doit s'adapter à ces mutations, mais avec les nouvelles générations, avec les réformes que le pays essaye de savoir, je pense que ça sera plus effectif. On peut aussi parler de les nouvelles générations et quel potentiel ils ont afin de s'adapter. Donc, sur plusieurs niveaux, sur le niveau politique, sur le niveau économique, mais aussi sur le niveau énergétique, on peut se prévaloir de tous ces développements afin d'avoir maximisé notre potentiel. Très bien. Monsieur Marc Bondouki, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers